Bienvenue, bienvenue. Donc, ce soir, alors je vous le dis tout de suite, ça fait 2 jours que je prépare ce webinaire. Et là, j'ai le gros blanc. Et tout à l'heure, cet après-midi, là, j'étais devant mon ordi, j'écrivais ma vie, tout ça. Et puis, pour me dire, bon, qu'est-ce que j'ai pour le raconter sur moi? Parce que j'ai dit que j'allais vous partager mon parcours d'entrepreneuse. Et donc, voilà, donc je sais pas vraiment ce qui va sortir. Normalement, je me suis dit, bon, ben, c'est ce qui sortira. Ce sera, dans tous les cas, je sais que ça va être bien. Mais voilà, je laisse. Au bout d'un moment, j'ai dû me dire, bon, ok, je laisse la place aussi à l'improvisation. Avant le sommet, donc, une des intervenantes, Maïba Morin, que j'ai découvert grâce au sommet. Donc, je la suivais sur Instagram et un jour, elle a publié une photo de ce livre. Alors, je ne sais pas si vous l'avez dans le bon sens, mais ça s'appelle donc Mère, l'enseignement spirituel de la forêt amazonienne. Et depuis quelques temps, j'ai un espèce une obsession avec l'Amazonie. Mais ça fait quelques mois, en fait, depuis mon voyage au Pérou l'année dernière, je suis obsédée par l'Amazonie. Je lis tout ce que je trouve sur l'Amazonie, tout. Et en fait, ce livre, il y a écrit, ça c'est dingue, des choses que j'ai toujours su. Et c'est la forêt qui le dit, en fait. Donc, Laurent Hugli, là, il a été en Amazonie, il a fait des rituels avec des chamans et tout, et donc il a reçu un message de la forêt qui lui a dit Laurent, il faut que tu écrives ce livre. Et donc, il a écrit ce livre en essayant de transmettre le plus fidèlement ce qu'il avait reçu comme message. Et donc, bon, c'est à prendre ou à laisser. Est-ce que c'est vraiment ça? Bon, je sais pas. Mais en tout cas, il y a des choses qui sont écrites dans ce livre qui m'ont beaucoup, beaucoup parlé. Et quelque chose, c'est marrant que j'ai compris en fait qu'à la fin du livre, c'est marqué dans le premier chapitre, mais je l'ai compris à la fin du livre, l'importance en fait pour notre monde et pour ce nouveau monde qu'on veut créer de la guérison du cœur. Et la guérison du cœur, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le webinaire d'ouverture du sommet, c'était Entreprendre avec courage. Et donc, c'était déjà ça qu'on avait commencé à faire. Je n'avais pas encore lu le livre. Enfin, j'avais commencé à le lire, mais je n'étais pas encore arrivée au bout du livre. J'ai lu le livre dans mes pauses pendant le sommet. Et là, en fait, quand j'arrivais à la fin du livre, j'avais compris qu'en fait, c'est ça que je fais depuis le début. En fait, tout la voie de Gaïa, c'est aussi ça que je fais dans la voie de Gaïa, c'est ce travail sur la guérison du cœur. Et donc, c'est aussi ça que j'ai envie de vous raconter un peu ce soir dans mon parcours d'entrepreneuse, parce que c'est un parcours qui est aussi beaucoup, en fait, dans cette guérison du cœur. Et ça s'est passé vraiment totalement à mon insu. Et ça, c'est quelque chose aussi que je voudrais vous transmettre sur... je suis là aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, mais j'ai rien calculé. Et en fait, c'est comme si la vie, par les rencontres que j'ai faites, les livres que j'ai lus, les sommets virtuels auxquels j'ai assisté, les choses qui sont passées, elle m'a amené comme ça petit à petit vers aujourd'hui, là. Et donc pendant cette semaine là où j'ai travaillé sur la préparation du webinaire et de ce que je vais vous présenter à la fin du webinaire, j'ai fait tout un travail en fait de me souvenir et j'ai retrouvé plein de choses, d'éléments en fait qui sont là ce soir, mais qui en fait étaient là déjà depuis le début, quoi. Et c'est aussi en écoutant ce que partageait Fleur Léveillé, elle racontait qu'elle aussi, depuis toute petite, en fait, il y a des choses qu'elle faisait déjà, et que finalement, c'est ce qu'elle fait aussi dans son travail d'inspiratrice et de coach. Et je me suis dit, mais en fait, moi aussi, il y a des choses... en fait, les sommets virtuels... le premier sommet virtuel que j'ai organisé dans ma vie, c'était la fête du 15 août, dans le petit village où on est ici, en fait, où je faisais intervenir les enfants du village pour faire des spectacles de jonglage, de danse. Donc, je disais, toi, tu fais ça, toi, tu fais ça, toi, tu fais ça. Et je regardais quelles étaient les compétences en fait, de chacun, et on organisait, j'orchestrais comme ça un espèce de spectacle des enfants. Et c'était un peu mes premières formes de sommet virtuel. Voilà. Et donc, du coup, voilà, c'est ce que je voudrais vous transmettre un peu ce soir, donc mon cheminement et voilà, ce que j'ai appris en fait pendant ce chemin, et ce que j'ai à cœur de continuer à transmettre en fait dans tout ce que je fais. Et donc peut-être pour commencer un peu quand même dans l'ordre chronologique. Alors ça n'a pas été facile, j'ai essayé de noter, puis j'ai recommencé, puis j'ai redéfait, puis j'ai renoté, puis j'ai recommencé. Bon, on va voir où ça va me mener. Mais en résumé accéléré, donc j'ai fait des études scientifiques.
parce que j'étais bonne élève. Et puis, sur recommandation de ma famille et mes parents, on m'a dit, Vanessa, fais une prépa. Alors, j'ai fait une prépa. On m'a dit, tente les concours de telle et telle école. J'ai dit OK. Il y en a juste une où j'ai refusé parce que c'était pour l'armée. J'ai dit non, moi je ne veux pas aller travailler à l'armée. Donc là déjà, j'avais un peu de... Et donc voilà, donc j'ai fait ça et en me disant, ben voilà, une fois, si j'avais ce mythe en France, que quand on fait une grande école, après, tout est facile dans la vie, tout est possible. Et comme je voulais me faire aucune porte, en fait, je ne savais pas ce que je vais faire dans ma vie, je me suis dit, bah, OK, je vais faire ça, comme ça, j'aurai le temps de voir venir, en fait. J'aurai le temps de me décider, puis qu'après, une fois que j'aurai fait ça, j'aurai toujours pas fait de choix, j'aurai toujours encore tout qui sera possible, j'aurai le temps de voir venir ce que j'aurais envie de faire. Et donc après mes études, eh ben, j'ai suivi la voie de tout le monde, hein. J'ai essayé le salariat dans des grandes entreprises du CAC 40, j'ai travaillé aussi un peu pour la Commission européenne, enfin bon, j'ai eu plein de choses comme ça. Et ça n'a pas vraiment marché parce que j'avais un problème fort avec l'autorité. J'avais beaucoup de mal à avoir quelqu'un qui me disait quoi faire. Et une structure très rigide en fait autour de moi qui bridait totalement ma créativité. Donc tout ça, j'en avais pas conscience à l'époque. J'étais juste très malheureuse. Aujourd'hui, quand je regarde en arrière avec ce que je connais de moi et ce que j'ai observé de qui je suis, je me dis, bah oui, évidemment. Mais voilà, à l'époque, c'était beaucoup de souffrance, en fait, et beaucoup d'incompréhension, et vraiment un sentiment d'être une extraterrestre et de ne pas être à ma place dans ce monde, quoi. Et en 2008, je suis partie en voyage en Argentine. Et donc, c'était mon premier voyage seul, avec mon sac à dos. C'était la grande aventure. Donc, j'ai acheté mon billet d'avion toute seule. Donc c'était pour moi une somme énorme à dépenser à l'époque. Et je suis partie le jour de mon anniversaire. Et là, ce voyage-là, il a complètement fait exploser tout ce que je croyais savoir sur la vie et le monde. J'ai côtoyé des gens qui avaient des vies totalement différentes de la mienne, qui avaient une vision sur la vie totalement différente de la mienne, des gens qui avaient connu une crise économique, des jeunes de mon âge qui avaient connu la crise économique catastrophique qu'il y avait en Argentine dans le début des années 2000. Et malgré ça, ils étaient heureux, ils étaient hyper débrouillards, ils faisaient plein de choses. Et voilà, j'ai côtoyé la richesse vraiment riche des quartiers protégés et la pauvreté des bidonvilles. Et tout ça dans le même pays, au même endroit, à quelques rues l'une de l'autre. Et en même temps, j'ai côtoyé les sacs plastiques dans les champs, mais par centaines de milliers, et la forêt primaire du sud de la Patagonie. Et voilà. Et donc tout ça, ça m'a complètement fait exploser tout ce que je pensais savoir sur moi, sur la vie, sur le monde. Et quand je suis rentrée en France, donc je suis partie 3 mois, mais ça suffit pour avoir un impact vraiment fort sur moi. Quand je suis rentrée en France, j'ai rencontré quelqu'un, comme conséquence, on va dire, de mon voyage en Argentine. Et je suis partie m'installer avec lui dans les Alpes. Et donc, je ne savais toujours pas, enfin, voilà, je rentrais de mon voyage, je ne savais toujours pas où j'habitais, ce que j'étais censée faire. Et donc, j'ai vécu dans les Alpes entre 2019 et 2017, entre 2009 et 2017. Et donc, pendant ce temps-là, en fait, je retournais donc régulièrement en Argentine parce que j'avais un sentiment d'impuissance par rapport à ce qui m'arrivait dans la vie très, très fort. Et donc, quand ça devenait trop fort, je m'enfuyais. Et je partais en voyage en Argentine, parce qu'en Argentine, j'étais quelqu'un d'autre. Je parlais une autre langue. Je pouvais me permettre d'être tout ce que je n'osais pas être quand j'étais en France, dans la vie française, avec ma famille, mes amis. Voilà. Et donc, quand j'étais en voyage, je me permettais d'être quelqu'un de totalement différent, quoi. Et donc, en Argentine, ce qui m'a beaucoup impacté, je l'ai déjà un peu dit, mais c'est vraiment cette nature, en fait, déjà complètement différente. Il y avait des arbres que je ne connaissais pas. Donc, j'avais voyagé un petit peu avant en Europe. Je connaissais la végétation européenne, mais je n'avais jamais quitté le continent européen. Donc là, j'ai découvert des arbres différents, des paysages différents, des montagnes différentes. Enfin, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de choses qui étaient possibles dans la vie. Et une nature
dans laquelle l'impact de l'homme est, on va dire, présente, mais à certains endroits, pas partout, parce que l'Argentine, c'est quand même très anthropisé, hein, mais à certains endroits, encore, on est encore très proche de l'état, entre guillemets, naturel, enfin, avec impact, modification intrusive de l'être humain, pas trop importante. Et ça a éveillé quelque chose en moi. Et quand je revenais en France, donc j'étais dans les Alpes, dans un endroit où il y a beaucoup de stations de ski, je voyais la montagne défigurée par les stations de ski, ça me brisait le cœur en fait, et j'ai eu un gros rejet en fait de tout ce monde-là. Et donc entre mes voyages en Argentine, donc j'étais dans les Alpes, et donc à chaque fois que je rentrais, souvent il y avait d'abord une dépression pendant plusieurs mois. Et puis, donc, je me disais, ben, qu'est-ce que je fais? Donc, je me suis dit, ben, je suis dans les Alpes, donc je vais faire... quels sont les métiers que je pourrais faire ici, dans cette vie-là, qui pourraient me plaire, quoi. Je savais que le salariat, c'était plus la peine de m'en parler. Et j'ai découvert la vie saisonnière. J'ai découvert la vie de personnes saisonnières qui travaillaient pendant une saison à un endroit. Puis après, pendant les 6 mois de l'année, ils restaient, ils voyageaient, quoi. Et pour moi, je suis fille de fonctionnaire, une vie très sécurisée, au travail, la retraite, tout ça. Et là, j'ai découvert des gens non, ils travaillaient 4 mois, 5 mois, ils gagnaient beaucoup d'argent en peu de temps, et après, ils partaient voyager. Après, ils revenaient, puis un jour, ils étaient en saison là, puis après, ils étaient en saison là. Et ces gens-là, ils faisaient ça, ils étaient heureux. Et certains, au bout d'un moment, ça leur convenait plus, ils faisaient autre chose, mais voilà, et ça m'a vraiment ouvert les yeux sur un mode de vie complètement différent. Je me suis dit, au bout d'un moment, il a fallu un certain temps quand même, je me suis dit, mais pourquoi pas moi? Et donc, voilà, donc j'ai commencé à faire le diplôme d'accompagnatrice en montagne, parce que c'était aussi ce qui me suis dit, bah, la nature, la montagne, voilà, donc j'ai commencé à faire ce diplôme, et puis j'ai commencé à travailler comme saisonnière dans les refuges de montagne. Donc j'avais déjà fait une expérience avant, mais là, j'ai commencé à faire tous mes étés dans les refuges de montagne. Et en parallèle aussi, ça c'est en fait c'est pas moi qui l'ai choisi, mais c'est la vie qui m'a apporté ça. J'ai commencé l'apiculture, le tissage traditionnel des Andes. J'ai découvert le tantra, les cercles de femmes, la danse libre, le druidisme, le jardinage avec les esprits de la nature, toutes des choses comme ça. Mais j'en parlais à personne. En fait, je découvrais ça, j'étais là en secret. Et je faisais des petites expériences, tout ça. J'étais fascinée, mais c'était pour moi, quoi. Et donc, il y a eu, donc, pendant cette époque-là où j'ai découvert les cercles de femmes, il y a eu un événement marquant qui est important pour la suite de l'histoire. Donc, j'ai découvert ce livre, donc, L'éveil de la femme à la sexualité tantrique, de Shakti Malan. Et dans ce livre, à la page, une des premières pages, page 11, il y a marqué « Je vous incite fortement à suivre à plusieurs le cours proposé par ce livre. Si vous ne faites pas partie d'un groupe de femmes, prenez l'initiative d'en créer un. » Et là, je me suis dit, bah, ok, si Shakti le dit, je vais créer un cercle de femmes. Et donc, j'ai créé mon premier cercle de femmes. Mais juste parce que je me suis dit, ben voilà, on fera le livre, quoi. Puisqu'elle m'en a donné l'autorisation, elle m'a dit de le faire, je vais le faire, quoi. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à animer mes premiers cercles de femmes. Donc, ça a été tout un processus aussi, parce que donc ces cercles de femmes, je savais qu'il fallait que je les fasse payants. Et c'était mes amis que j'invitais. Et donc, il y a eu tout un processus à faire sur mon rapport à l'argent. Le fait de faire payer mes amis pour quelque chose où je n'étais pas encore diplômée. Enfin, bon, il y a beaucoup de choses de ma façon de voir le monde qui se sont écroulées à ce moment-là. Mais ce que je constatais, c'est que dans ces cercles de femmes, 99% des femmes étaient contentes. Et donc ça m'a dit, ah, il y a quand même quelque chose qui se passe. Et donc, je faisais tout ça, je faisais plein de trucs. Hein. Donc, j'étais super active, en fait. J'avais une vie débordante entre l'accompagnateur en montagne, le ski de rando, l'escalade, l'apiculture, les voyages, tout ça. Mais au fond de moi, il y avait quelque chose qui toujours encore, je ne me sentais pas vraiment à ma place, quoi. Et je parlais souvent avec mes amis, je leur disais, ouais, le moule, je me sentais toujours pas encore être complètement moi-même. Même si en apparence vraiment, je vivais la vie que j'avais envie de vivre, quoi. Mais il y avait une partie plus profonde de moi qui pleurait intérieurement tout le temps. Et mais
comme dit, j'avais toujours encore cette espèce d'impuissance en fait qui m'empêchait Donc je m'enfuyais en Argentine en voyage et puis je revenais quand même en France. J'osais pas quitter la vie que je connaissais quand même. Et donc il m'a fallu un enchaînement d'événements traumatiques pour moi pendant 2017 pour que je finisse par larguer les amarres. Et donc un de ces événements, donc en fait, donc je vais vous partager des choses vraiment personnelles parce que en fait je peux pas vous raconter que la moitié de mon histoire, quoi. J'ai un peu du mal à pas dire les choses jusqu'au bout. Donc un des événements donc assez fort pour moi, ça a été un avortement. Donc en 2016 j'ai choisi d'avorter. J'étais tombée enceinte pas de façon voulue, enfin inconsciemment oui, mais consciemment pas vraiment. Et ça a été un événement très difficile et en même temps très beau. Et j'ai reçu 2 messages pendant ce processus. Le premier, ça a été un message d'amour et de pardon, très très fort. Qu'au début, j'ai pas compris, mais c'est en fait après, avec le temps, c'est quelques mois plus tard, en fait, en retravaillant cet événement et pendant une constellation familiale, en fait, que j'ai compris enfin le message. Je l'avais noir sur blanc sous les yeux écrit, hein, mais je ne comprenais pas. Et donc là, je l'ai compris. Et l'autre message que j'ai reçu, c'est Vanessa, arrête de jouer avec la vie. Et ça a été vraiment fort pour moi de me dire, ok, maintenant, il faut que tu sortes de ton impuissance. Il faut que je bouge, il faut que je fasse quelque chose. Je peux pas. Ça m'a mené à ça. Et donc maintenant, il faut que ça change, quoi. Et donc, ça m'a vraiment remis en fait les points sur les i. Alors, c'était pas du jour au lendemain comme ça, mais je me souviens de ce moment où je me suis dit, donc c'était juste, c'était pendant le processus de l'avortement là, et vraiment de me dire, mais maintenant, ok, fini de jouer avec la vie, quoi. Fini la vie. Déjà, la vie ou la mort, ça tient un fil. Et ce bébé-là, il n'a pas eu le droit de naître, mais moi, j'ai eu le droit de naître. Alors maintenant, il faut que je fasse quelque chose de ma vie. Et donc, voilà, donc ça s'est posé en moi. Et donc, ça a été un processus donc, où je me suis dit, bon, ok, maintenant, je quitte cette vie. Donc moi, quand le truc ne va pas, ce que je fais toujours, c'est que je pars. Et donc, j'ai mis en place un processus, donc je ne pouvais pas partir d'un coup comme ça, tout posé. J'en avais envie, mais c'était trop complexe. Et j'étais très affaiblie aussi émotionnellement par ce que j'ai de vivre. Alors, je me suis dit, ok, je vais y aller graduellement. Et donc, petit à petit, j'ai vendu ma maison. Enfin, je me suis séparée, j'ai vendu ma maison, j'ai démissionné, et puis j'ai fini par quitter les Alpes. Et je suis partie donc début 2017 sans savoir où j'allais aller ni ce que j'allais faire. Je me suis dit, ok, je pars. Et donc, donc je savais que j'avais 2 ans de chômage. Et donc, j'avais 2 ans pour trouver un sens à ma vie, trouver quoi faire et puis utiliser cette vie qui m'avait été donnée à bon escient. Et donc je suis partie, mais j'étais hyper fatiguée. J'étais, je pense, en burn-out total. Et donc, je suis partie me réfugier ici, là, dans cette maison où je suis en ce moment, qui est la maison de vacances familiales que mes parents ont achetée l'année où je suis née. Et cet endroit-là, c'est vraiment l'endroit où je vais pour me ressourcer quand rien va dans ma vie, quoi. Parce que c'est ici, j'ai grandi à l'étranger. Et ici, c'est en fait l'endroit où il y a mes racines. C'est aussi l'endroit où, du côté de mon père, la lignée familiale remonte jusqu'à la Révolution française. Donc, j'ai un attachement très fort en fait, avec cette région et avec ce lieu, quoi. Et c'est aussi un endroit de souvenirs d'enfance très joyeux. C'est les vacances d'été, où on était libre, où tout était génial, tout ça. Et donc, je suis revenue ici. Et totalement empaumée et hyper fatiguée. Et donc, je me souviens, les premiers jours, j'étais assise là, en bas dans le salon, devant la cheminée. Et puis, je savais vraiment pas quoi faire. Voilà,
J'avais mes parents qui se faisaient un peu de soucis, mais moi, j'étais complètement stone. Je regardais le feu, je sortais me promener. Et quand je sortais me promener, à chaque fois, je sentais une espèce de tristesse, mais super forte, quoi. Une tristesse hyper, hyper, hyper forte. Et donc, quand même quelque chose que j'ai fait, que j'avais initié en fait avant de quitter les Alpes, c'est que je m'étais inscrite dans ma première formation longue durée en ligne avec Shakti Malan. Donc, j'avais déjà fait plusieurs stages en ligne avec elle, et puis là, elle proposait une formation de 1 an pour devenir facilitatrice d'éveil sexuel des femmes. Et donc j'ai fait la formation, donc je m'étais inscrite à la formation d'1 an. Et pour la petite anecdote, à l'époque, ma relation à l'argent n'était pas encore la même qu'aujourd'hui. Et donc, quand j'avais vu l'investissement, j'avais trouvé ça tellement énorme que j'avais écrit pour demander une bourse. Parce que comme je savais que j'allais être au chômage, j'avais peur que ça ne suffise pas. Et donc voilà, j'avais eu la bourse. Mais je me sentais un peu... j'avais conscience que j'avais fait ça parce que j'étais dans une relation à l'argent qui était un peu une relation de manque. Parce qu'en fait, j'avais l'argent, hein, c'est juste que j'avais l'impression que je n'en avais pas. Et donc, j'avais cette formation avec Shakti. Et dans la formation avec Shakti, on avait accès à des bonus, dont un enregistrement d'une interview entre elle et une femme qui s'appelle Jocelyne Mercado, qui avait lieu pendant un sommet virtuel. Et c'est comme ça que j'ai découvert les sommets virtuels. Et donc, j'ai aussi découvert Jocelyne. Et je trouvais que Jocelyne, elle lançait à ce moment-là un petit programme sur comment se reconnecter avec le cosmos, avec la Terre, avec l'univers. Et donc, j'ai fait ce petit programme qui m'a complètement chamboulée, quoi. Bon, en fait, l'exercice qu'on avait à faire, c'était de sortir et parler aux étoiles, sortir, parler aux arbres, sortir et parler avec la Terre. Et ça a mis en mouvement quelque chose en moi. Sur le coup, je n'ai pas vraiment perçu, quoi, mais juste que je sentais une espèce une aspiration profonde à se parler avec les étoiles et qu'elles me répondent, à parler avec les arbres et qu'ils me répondent. Mais je n'entendais pas leurs réponses. J'avais envie d'être en communication avec la nature, en fait, mais j'étais incapable d'entendre les réponses. Et ça générait une grande tristesse en moi. Et donc, je continuais à sortir beaucoup, à me promener beaucoup. Et plus ça allait, en fait, plus il y avait des fois où cette tristesse, elle devenait tellement forte que je me mettais à pleurer. Je me souviens être sortie un coup en forêt. Où j'avais été dans un coin de la forêt où je suis sûre qu'on ne m'entendrait pas. Et j'avais hurlé aux arbres. Mais elle est où la magie, quoi? Parce que je voulais qu'ils me répondent, quoi. J'étais là, mais nature, réponds-moi, quoi. C'est pas possible que je sais pas, j'étais là et donc j'étais en quête de cette magie de la vie et de la magie de la nature et de cette vraie communication avec le vivant, en fait. Et donc, à travers ces sommets virtuels là, de Jocelyne, parce qu'elle en a organisé plusieurs, j'ai rencontré une autre femme qui s'appelle Claire Dubois, qui est la fondatrice de l'ONG Three Sisters, donc, que la vente des coffrets a continué à soutenir pendant le sommet. Et Three Sisters, en fait, donc c'est une grosse communauté. On avait au début un énorme groupe Facebook, et il se passait plein de choses dans ce groupe Facebook. Et je me suis retrouvée avec des femmes qui avaient les mêmes aspirations que moi. C'était un truc de dingue. Donc déjà, elles étaient partout sur la planète, donc c'était en anglais, mais c'est la première fois dans ma vie où j'étais avec des gens où je me disais, on parle la même langue, en fait. C'était par rapport à mes amis ou aux gens que j'avais côtoyés dans les Alpes et tout. Je m'étais toujours sentie extraterrestre, mais avec ces femmes-là, on parlait la même langue. Et on avait cette aspiration profonde à nous reconnecter avec la nature, à entendre le chant des arbres. Et donc, je suis devenue addict Three Sisters. Donc, j'étais tout le temps dans le groupe. Je suivais toutes les vidéos de Claire. Je faisais tout. J'ai fait tous les cours. J'ai tout suivi à fond. Et donc, voilà, j'étais vraiment dans cette quête importante d'être dans la nature. Et donc, au bout d'un moment, l'été est venu, et donc là, je suis partie en voyage. Et de fil en aiguille, j'ai atterri dans le Puy-de-Dôme, dans une roulotte, dans un jardin d'une cultivatrice de plantes médicinales. Et j'allais passer l'hiver dans la roulotte, toute seule. Donc, donc c'était au fond du jardin. Il y avait pas de... Donc c'est une roulotte quand même. J'ai une photo, je vais quand même vous la montrer parce que je l'avais sortie exprès.
parce que je l'aime beaucoup cette roulotte. Voilà. Mais c'était quand même voilà, une roulotte grand luxe. Hein. Mais voilà, j'étais dans cet endroit toute seule. Donc il n'y avait que moi et le feu en fait. Et donc je me chauffais avec un poêle. Donc j'avais entassé mon bois, j'avais donc acheté mon bois, je l'avais empilé, après je m'en servais pour chauffer. Les toilettes étaient des toilettes sèches à l'extérieur. Et donc là, dans cette roulotte, vraiment, j'étais en plus, dans la roulotte, on entend tous les bruits de dehors, quoi. Et là, j'étais en communion avec la nature, quoi. Et en fait, je voyais plus d'animaux que d'humains. Et donc, j'ai passé l'hiver là-dedans, alors seule, on va dire, physiquement. Mais humainement, non, parce qu'en fait, j'avais les Three Sisters, j'avais Internet, donc j'étais connectée, j'avais Jocelyne, tous les sommets qu'elle faisait, j'ai suivi tous les MOOC des colibris sur la gouvernance partagée, la permaculture, tout ça, donc j'ai quand même fait plein de trucs, mais j'avais quand même aussi beaucoup de temps simplement où j'avais besoin d'aller dans la nature. J'ai commencé à vraiment aller vers les arbres, pareil, je sortais voir les étoiles, et dans cette roulotte, j'ai vécu un truc assez spécial. C'est la première fois de ma vie où j'ai senti que j'étais là où je devais être. En fait, je ne savais pas ce que j'allais y faire, je ne savais pas ce qui allait se passer pendant cet hiver dans cette roulotte, mais j'avais cette certitude que j'étais à l'endroit où je devais être, quoi. C'est comme si j'avais rendez-vous avec la vie à cet endroit-là. Et donc là, petit à petit, en fait, j'ai lâché, quoi. J'ai lâché ce besoin de savoir ce qui allait se passer ensuite. J'ai lâché ce besoin J'avais un fort besoin de contrôle. Et là, c'est là que ce besoin de contrôle il a commencé à se fissurer. Alors, ça ne s'est pas fait d'un jour comme ça, mais ça a commencé à se fissurer. Et dans cette roulotte, en fait, quand j'étais toute seule, eh ben, je pouvais en fait, parler toute seule, parler aux arbres, enfin, personne ne me voyait, quoi. Et en plus, je pouvais pas aller, j'allais faire le marché le lundi, une fois par semaine. Et je rentrais du marché, j'étais épuisée, j'avais vu 10 humains. C'était un petit marché de village. Au milieu du Puy-de-Dôme, il n'y avait personne. J'avais vu 10 humains, j'étais exténuée, quoi. Et donc j'avais juste besoin d'être seule avec la nature. Donc je sortais me promener, je marchais beaucoup. Et j'ai commencé avec l'écriture intuitive, en fait, à écouter ce que disaient les arbres et les volcans. Et après, je communiquais avec tout ce que je pouvais, quoi. Alors, je communiquais, je ne sais pas si je communiquais, en fait. Je sais pas. Il y avait des messages comme ça qui me venaient. Et tous ces messages qui me venaient, c'était des messages d'amour, en fait. C'était des messages de « mais non, mais tout va bien, mais on est là ». Et des messages d'une autre perspective, en fait, par rapport de la vie que ce que moi, j'étais habituée à avoir, quoi. Et donc là, je suis complètement partie de ce que j'avais écrit, que je voulais vous raconter ce soir. Et donc, aussi, pendant ce temps-là, il y avait toujours cette tristesse, en fait, qui me travaillait très, très, très fort. Et donc, je suivais les Three Sisters, et Claire Dubois, elle pleurait sans gêne. Quand elle voyait ce qui était fait à la planète, elle voyait les feux, elle voyait les... Donc, sa grande passion, c'est les forêts. Et donc, quand elle voyait tout ce qui se passait aux forêts, c'était à l'époque aussi où il y a des grands incendies en Californie, dans les forêts de séquoia, là. Et donc, elle pleurait comme ça, sans gêne, sur YouTube, devant tout le monde. Et en fait, ça m'a fait reconnecter, moi, avec cette grande tristesse que j'avais, moi, pour tout ce qui se passe sur la planète, en fait, et que j'avais en moi. Et vous voyez, là, je le dis, ça m'émeut, que je porte en moi depuis tout le temps, en fait, depuis que je suis toute petite. Que j'ai vu mes premiers petits flyers Greenpeace où on parlait des filets dérivants et de la chasse à la baleine, et je trouvais ça horrible et je ne comprenais pas comment c'était possible de faire des trucs comme ça. Et là, ça a ouvert vraiment les vannes totales, et j'ai commencé à pleurer. En fait, pleurer toute la tristesse et la colère et l'incompréhension que j'avais accumulée depuis toute petite vis-à-vis de comment les humains interagissaient avec la nature. Et pour moi, c'est incompréhensible. Il y a plein de choses qui sont incompréhensibles sur comment on interagit avec la nature, parce que c'est pas comme ça que moi j'interagis. Et j'ai toujours eu cet émerveillement vraiment, et cette confiance totale que la nature a la raison, quoi.
que si elle fait ça, s'il y a un cyclone, s'il y a ça, c'est qu'il y a une raison, une sagesse beaucoup plus ancienne que la mienne en tant qu'humain. Et peut-être je ne comprends pas en tant qu'humain, mais la nature, elle sait, quoi. Parce qu'elle est là, notre écosystème planétaire, il est là depuis beaucoup plus longtemps que ma petite vie, ou même beaucoup plus longtemps que l'humanité, quoi. Et donc là, voilà, donc là j'ai une période vraiment de deuil. En fait, c'est une période de deuil. Et donc je pleurais beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai eu des journées entières en fait où j'étais assise dans ma roulotte et je faisais que pleurer, quoi. Que pleurer, que pleurer. Et je me tordais de douleur et c'était assez dingue, quoi. Mais comme j'étais seule, eh ben, je me suis autorisée en fait à le vivre. Et en plus, j'avais cette communauté en fait de femmes, là, les Three-Sisters, qui vivaient des choses similaires. Et donc, ça m'a permis, en fait, de me dire, OK, je ne suis pas dingue, je ne suis pas en train de devenir folle. Ce que je vis, c'est normal. En plus, j'avais des explications. Voilà, ce deuil, cette tristesse pour ce qui se passe sur la planète. Et donc, voilà, pendant que j'étais dans ma roulotte, quand même, au bout d'un moment, donc l'hiver a passé. Et au printemps, j'ai senti qu'il fallait que je parte. Donc, quand je suis partie de la roulotte, j'ai pleuré. Parce que j'avais tellement cet endroit, et ce que j'avais vécu, c'était tellement spécial. Et une fois de plus, je le quittais. Moi, j'ai toujours été nomade, en fait. J'ai grandi à l'étranger, j'ai déménagé beaucoup, j'ai beaucoup voyagé, donc j'ai jamais vraiment eu de chez moi, quoi. Et là, c'était la première fois dans ma vie où je me sentais chez moi. Je ne savais pas l'expliquer, pourtant je ne suis pas du coin, tout ça, mais je me sentais vraiment accueillie telle que j'étais et chez moi. Et donc, je suis partie pour rejoindre une amie qui m'avait contactée parce qu'elle était tombée enceinte. Et la relation avec le papa n'était pas facile. Et donc, elle m'avait demandé de venir l'accompagner les dernières semaines de sa grossesse, aussi pour l'aider à gérer la relation avec le papa. Et du coup, voilà, je me suis retrouvée embarquée là-dedans. Et donc, j'ai assisté à une naissance. Et là, prochain point sur les i de la vie. Donc, quand j'ai entendu les premiers pleurs de petit bébé, là, je me suis commencé à pleurer. J'ai pleuré pendant je sais pas combien d'heures, là, je contrôlais pas, les larmes, elles coulaient, et quand je suis sortie dans la rue, je me souviens, c'était à Grenoble, et je voyais tous ces enfants, là, et tous ces gens, je me disais, mais waouh, ils sont tous nés comme ça, et la vie, c'est vraiment miraculeux. La vie, c'est un cadeau, en fait, parce que quand je vois ce que c'est qu'une naissance, mais la vie, c'est un cadeau. Donc, Vanessa, qu'est-ce que tu vas faire de ta vie, quoi? Qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? Et donc, je prends quand même mes notes là parce que donc voilà, donc j'ai vraiment compris encore plus que la vie c'était vraiment miraculeux et qu'il y avait de la magie en fait dans la vie. Cette magie que j'avais cherchée dans la forêt, que j'avais cherchée, elle est là en fait. Elle est là dans ses naissances, elle est là dans plein de choses en fait. Et donc entre-temps aussi j'avais rencontré quelqu'un. Et j'avais tellement besoin de prendre racine que j'avais envisagé de m'installer avec cette personne, malgré des gros drapeaux rouges qu'il y avait dans notre relation et voilà, sur la personne, voilà, des choses. Mais bon, j'avais vraiment besoin de prendre racine. Et donc après mon petit périple estival, je suis revenue vers la roulotte là, pour voir si on allait pour envisager de m'installer avec cette personne. Et le soir où je suis revenue, donc ça faisait quelques mois que j'étais partie et j'étais hyper contente de le retrouver. Et le soir où j'arrive, il me dit, mais en fait, non, Vanessa, je suis désolée, mais c'est fini, quoi. Et là, tous mes plans se sont écroulés. J'avais déjà des plans, mais oui, je m'installerai là, je ferai ci, je ferai ça, je monterai ma yourte, nanana. Et là, tout s'est écroulé, quoi. Tous mes plans pour les années à venir, ce que j'avais imaginé, tout s'est écroulé. Et donc, évidemment, ça m'a brisé le cœur parce que j'étais quand même un peu amoureuse. Ça m'a brisé le cœur. Et là, j'ai compris aussi un truc, c'est qu'il fallait que j'arrête de compter sur les autres pour me dire quoi faire. Et pour créer des choses. Que oui, il fallait coopérer avec les autres, mais que mes idées, mes impulsions, elles n'étaient pas en base à quelqu'un d'autre que moi. Il fallait que je m'écoute moi, et que j'écoute qu'est-ce que j'avais envie de faire. Et qu'après, la vie, elle apporterait le reste, quoi. Mais que ça ne fallait pas prendre le problème à l'inverse, quoi. Ça, c'est la grosse leçon que j'ai reçue de cette rupture amoureuse. Et au même moment de cette rupture, en fait, j'ai dans ma boîte mail, j'ai reçu un email d'une femme qui s'appelle Leïla Martin
et que je suivais déjà depuis un petit moment. J'avais fait une formation de Jade avec elle. J'aimais beaucoup son style, et là, c'est un email que j'avais même déjà vu avant l'été, mais je n'avais pas fait attention. J'avais vu le truc, j'ai dit, oh, c'est pas pour moi. Et là, je l'ouvre avec tout ce qui venait de se passer là, et cette décision de prendre ma vie en main. Et là, c'était une invitation pour une formation pour devenir coach. Coach en sexualité, relations amoureuses et amour. Et donc, ça faisait certaines années que je pratiquais le tantra, que je me formais au tantra. Et donc, Laïla, elle a beaucoup étudié le tantra, et elle a une connaissance de cette spiritualité qui est très approfondie. Et ça m'a toujours beaucoup plu chez elle. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas. En plus, c'est la continuité de ce que j'avais déjà fait, la formation que j'avais déjà faite avec Shakti. Et moi, je me suis dit, pourquoi pas. Donc, j'ai commencé à lire le truc et tout. Et puis, plus je lisais, puis je me disais, oh, c'est génial. Ok, je vais faire ça. Puis, il n'y avait pas le prix. Donc, je continue, je lis toute la page. C'était une page super longue, hein, jusqu'au bout. Et là, dans le FAQ, dans les questions fréquemment posées, je vois le prix. Et là, je fais, ah mon Dieu. C'était 10 fois plus que l'investissement de la formation avec Shakti. Donc, c'était c'est plus de 10 000 $. Quoi. C'était 12 000 $, un truc comme ça. Et j'étais là, oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Qu'est-ce que je fais? J'avais jamais investi autant dans ma vie. Quoi. J'ai été éduquée dans l'idée qu'il faut économiser. Il faut toujours avoir de l'argent de côté, puis qu'il faut vivre chichement, pas trop dépenser, penser à l'avenir, tout ça. Et là, en fait, si je m'inscrivais dans cette formation, j'allais amputer grandement mes économies. Et donc, le truc aussi à dire, c'est que j'avais déjà commencé à travailler sur l'argent aussi à ce moment-là, qui avait mené au fait que je m'étais dit, OK, mon chômage, je vais le dépenser 100%. Donc, pas d'économie. Justement, je m'entraîne à sortir de ce conditionnement que j'ai reçu, conditionnement familial. Et je me dis, OK, mon chômage, je le dépense tout. Donc, quand j'arrive à la fin du mois, qu'il me reste d'argent du chômage, je me débrouille, je m'achète une formation, je le donne, je n'économise pas. Et donc, voilà, je me suis dit, bon, allez, j'y vais. Et donc, je me suis inscrite. Donc, c'était vraiment un grand, grand, grand pas pour moi, cet investissement-là. Et je savais, donc j'avais lu la page, tout ça, je faisais très confiance en Laïla. Mais je ne savais vraiment pas trop dans quoi j'embarquais, en fait, en vrai. Et donc, voilà, donc je me suis embarquée là-dedans. Et donc, j'ai fait cette formation de coach. Et aussi parce que je me suis dit, eh bien, je suis célibataire, sans domicile fixe, et mon chômage s'arrête dans 1 an, moins d'1 an. Il faut absolument quand même que je commence à me bouger les fesses pour faire quelque chose, quoi. Et donc, je me suis dit, en fait, être coach en ligne, c'est vachement bien. Ça me permet de voyager en attendant de trouver où habiter, en attendant de trouver avec qui habiter, retrouver une communauté, et puis de commencer à générer des revenus en ligne, quoi. Là où je serais, en fait, tant qu'il y a Internet, je pourrais travailler. Et donc, en fait, c'était une réflexion simple, mais en fait, finalement très, très juste, quoi. J'avais jamais pensé, mais en fait, c'est exactement ça, puisque dans l'âme, je suis une nomade. Et j'ai envie de voyager, j'ai envie de bouger. Et en fait, travailler en ligne, du coup, c'est vraiment le truc voilà, qui adapté. Et donc, je me suis retrouvée dans cette formation. Et là, en fait, on était 300 femmes de partout sur la planète. Et pendant 1 an, on a parlé de sexe, de spiritualité, d'argent, de business, de traumatisme, de viol, d'éveil, d'état de conscience modifié, enfin d'une tonne de trucs de dingue. J'ai découvert des choses que je ne pensais même pas être possibles sur ce que, en tant qu'humain, on pouvait vivre. Et je ne m'attendais pas du tout, parce que quand j'ai signé, moi, c'était juste, je me dis, oui, bon, je vais être coach. Mais en fait, il y avait dans cette communauté, donc il y avait ce qu'apportait Laïla, et puis ce qu'apportaient toutes ces femmes dans la communauté avec moi. Parce que finalement, j'ai appris autant de Laïla, l'enseignante principale, que de la communauté, en fait. Et donc, donc, c'était une formation assez intensive. On avait 20 heures de formation par semaine, dont 5 à 10 heures de travail, de pratique personnelle, sexuelle, qu'il fallait cocher les cases sur le site, là.
parce que pour la certification, il fallait qu'on ait fait toutes les pratiques. Donc, il y avait beaucoup, beaucoup de travail sur nous. Donc, ça, évidemment, ça a brassé beaucoup, beaucoup de choses. Ça m'a fait ressortir des traumatismes, des choses qui étaient enfouies dans mon système nerveux dont j'avais même pas conscience, en fait. Et voilà, par contre, dans ce contenant, avec ce groupe-là, cette femme, tout ça, ça m'a permis, en fait, de vivre tout ça. Et ce que j'ai trouvé super dans cette formation, cette expérience, en fait, c'est donc d'une part la communauté, et aussi le fait qu'il n'y avait pas qu'une seule enseignante. En fait, il y avait, et ça c'était vraiment l'incarnation pour moi des valeurs du Nouveau Monde, il n'y avait pas une personne qui détenait la vérité. Toutes, dans ce groupe, on détenait une partie de la vérité. Et Laïla elle-même, chaque fois, nous disait, les filles, je vous transmets ce que je sais. Mais si vous trouvez mieux, eh bien, dites-le, quoi. Parce qu'elle elle était totalement ouverte avec le fait que nous, un jour, ses élèves, on allait la dépasser, qu'on allait avancer plus loin sur le chemin qu'elle. Et ça m'a beaucoup, beaucoup inspirée. Et aussi, donc, dans le panel d'enseignantes, il y avait donc une quinzaine de femmes et chacune, en fait, était là dans sa brillance et dans son... Il y avait, alors, oui, il y avait Laïla qui était au centre, mais toutes, en fait, étaient là pour nous. Et Laïla, elle faisait certains enseignements, mais il y en avait aussi beaucoup d'autres qui étaient faits, en fait, par ces femmes de sa communauté. Et ça m'a beaucoup inspiré aussi de voir qu'en fait... eh bien, chacune était porteuse de sa transmission propre à elle, de sa façon à elle de transmettre cette formation de coaching et de chacune dans sa spécificité. Et ça m'a beaucoup, beaucoup impacté à me dire, en fait, moi, du coup, si elles le font, et elles nous l'ont dit aussi, hein, c'est à moi de trouver ma façon de transmettre ce corps de travail. Et donc voilà, donc là, ça a commencé à semer des graines en moi. Et donc je me suis dit, ok, il faut que je trouve ma façon à moi de vivre, de transmettre ce message. Parce que ce que j'ai appris dans cette formation, j'adore. Et ça fait donc 1 an, enfin c'était en 2019, donc je l'ai faite une fois, mais j'ai envie de la refaire encore parce que c'est tellement riche tout ce qu'il y avait là-dedans que je pense que je vais continuer à découvrir des choses encore des années et des années. Et donc pendant cette formation, j'ai aussi en parallèle, puisque je savais quand même qu'il fallait que je me lance assez rapidement, puisque au bout d'un moment, j'avais plus de chômage, et qu'il fallait que je mange. J'ai commencé une formation aussi pour apprendre à créer un site web, une liste de diffusion, tout ça, avec la fameuse Jocelyne qui m'avait introduit au sommet virtuel. Et il se trouvait que Jocelyne aussi, elle formait à créer des sommets virtuels. Et donc un jour, elle m'a dit, Vanessa, mais viens faire un sommet virtuel avec moi, quoi. Et donc je lui ai dit non. Je me suis dit, oh, c'est pas pour moi ça. Et puis, puis ça a germé en moi. Et puis au bout de 3 mois, je suis revenue la voir. J'ai dit, oh, si Jocelyne, je vais faire un sommet virtuel avec toi. Est-ce que je peux rejoindre la promotion en cours là? Elle m'a dit non. Il faut que tu attendes le mois d'avril. Donc ça, c'était peut-être en février. Du coup, j'ai attendu le mois d'avril. Et donc en avril, j'ai commencé donc, à faire la formation pour créer le sommet virtuel. Donc j'étais en formation de coach. Je faisais la formation pour la création du sommet virtuel, qui ferait qu'au mois de novembre, je me suis dit, au mois de novembre, je fais mon sommet virtuel, et puis c'est là que je vais lancer mon activité, en fait. Et ma liste de diffusion, à l'époque, elle faisait 30 personnes. Donc j'écrivais toutes les semaines à 30 personnes un email. Et voilà. Et donc en novembre 2019, j'ai donc créé mon premier sommet virtuel. Donc je n'étais pas encore certifiée du tout. La formation de coaching n'était pas encore finie. J'ai créé mon premier sommet virtuel qui s'appelait Indomptable. Donc, vous voyez, maintenant, quand je regarde en arrière, je me dis, ah oui, mais j'avais pas choisi le titre par hasard. Et c'était déjà conversation avec des femmes qui font changer le monde. Donc, il y avait déjà des choses qui étaient là, en fait. Je les voyais pas, mais c'était déjà là. Et peut-être aussi, si un truc que je vous ai pas dit, c'est d'où est arrivée la boîte Gaïa. Je vois le temps qui passe et après, je vais essayer d'accélérer un petit peu. Donc, au début, quand j'ai lancé ma liste de diffusion, ça s'appelait Femmes en chemin. Et je pensais que mon avenir, mon destin, c'était de devenir facilitatrice d'éveil sexuel pour les femmes. Femmes en chemin, c'était ça. Et puis un jour, pendant que je faisais une méditation de la formation avec Leïla, là, une formation où justement on devait se questionner sur qui on était. Et la question, c'était pendant un quart d'heure, il fallait que je réponde à voix haute à la question qui es-tu? Et donc, au bout de ça, d'abord, on dit des trucs habituels qu'on sait sur nous, puis après, on commence à inventer des choses. Puis après, on dit des trucs qu'on invente, mais on se dit, mais en fait, c'est peut-être vrai ça. Et à la fin de cette méditation, est tombé du ciel ces mots, la voix de Gaïa. Et là, je me suis dit,
ok, mais qui je suis moi pour m'accaparer la voix de Gaïa, quoi. Genre, qui je suis moi, quoi. La voix de Gaïa, d'accord, mais quoi la voix de Gaïa? Et j'étais chez une copine, sa copine qui m'a fait découvrir le druidisme. Elle m'a dit, mais Vanessa, moi je trouve que ça te va bien la voix de Gaïa. Hein. Je sais pas ce que ça, tu sais pas ce que ça veut dire pour l'instant, mais ça te va bien, quoi. Et puis j'ai été voir sur Facebook, tout ça, Internet, enfin les noms de domaine, et puis c'était pas pris. Personne avait acheté le nom de domaine La Voix de Gaïa. Personne avait pris le compte Facebook La Voix de Gaïa. Je me suis dit, bon, bah, c'est que c'est pour moi. Donc, pour l'instant, je le prends. Donc, j'ai acheté le nom de domaine et j'ai pris le compte Facebook. Mais j'ai continué à m'appeler Femme en chemin. Parce que je me dis, mais vraiment, La Voix de Gaïa, qui je suis moi pour La Voix de Gaïa, quoi. Et donc, avant le sommet, quand même, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, allez, maintenant, si je lance le sommet, quand même, il faut que j'officialise, quoi. Je ne sais toujours pas ce que c'est, je ne sais toujours pas ce qu'il y a là-dedans, je ne sais toujours pas pourquoi moi, tout ça. Et ok, je l'officialise, La Voix de Gaïa, quoi. Et donc, au mois de juin, je ne sais plus, je regarde dans les emails, mais au mois de juin, à ma liste, il y a annoncé Femme en chemin devient La Voix de Gaïa. Et donc, j'ai créé le sommet indomptable sous le nom La Voix de Gaïa. Et sans savoir ce qu'il y avait là-dedans, quoi. Mais par contre, ce que je savais, c'est que l'énergie de ces mots était juste. Et ça, c'est quelque chose que j'avais appris avec Jocelyne, parce que bon, j'ai pas pu tout détailler tout ce que j'ai fait, mais il s'est passé plein de trucs en fait. J'avais compris que notre mission de vie, elle nous est révélée au fur et à mesure en fait qu'on la parcourt, quoi. C'est impossible de connaître la destination, mais c'est pas par pas en fait qu'on découvre la suite du chemin. Et donc je savais que voilà, la Voix de Gaïa, ça faisait partie du chemin, quoi. Et que j'allais découvrir en fait ce que c'est que la Voix de Gaïa en le faisant. Et c'est ce que je vais faire toute ma vie en fait. Tant que la Voix de Gaïa existera, je vais découvrir qui elle est, quoi. Et souvent la Voix de Gaïa, j'en parle comme un être séparé, parce que moi je sépare moi et mon entreprise, c'est deux entités différentes. Et donc je découvre la Voix de Gaïa au fur et à mesure qu'on avance ensemble. Ouais. Et donc, voilà, donc j'ai lancé mon premier sommet virtuel. Et donc, c'est ça qui a vraiment, on va dire, catapulté mon activité, parce que je suis passée de 20 personnes sur ma liste de diffusion à 23 ou une trentaine, ou peut-être à l'époque, j'en avais peut-être 80, à tout d'un coup 3500. Et là, j'avais plus de chômage, et j'avais 3500 personnes, et donc il fallait que je fasse quelque chose. Et donc, pendant le sommet, j'ai fait un petit sondage là auprès des participants pour savoir qu'est-ce que les gens en fait ils attendaient de moi, parce que j'avais aucune idée en fait de ce que je devais faire, quoi. Je savais pas si je devais faire un programme sur la sexualité, si je devais faire un programme sur autre chose. Et finalement, ce qui m'a été demandé, c'était d'accompagner des personnes à trouver le sens de leur vie, quoi. Quelle est leur mission de vie. C'est ça qui m'a été demandé. Et donc, j'ai créé un petit parcours après le sommet qui s'appelle Rêve d'hiver. Et donc voilà, et après j'ai continué. Donc toute l'année 2020, depuis le sommet, en fait, j'ai cheminé tout le temps entre deux tensions, en fait, on va dire. Une tension qu'il faut que je mange, donc il faut que je travaille pour manger, il faut que je produise des choses. Et cette tension aussi, cette envie de découvrir, en fait, c'est quoi la Voix de Gaïa, c'est quoi que je vais faire là-dedans, comment j'utilise ce que j'ai appris dans la formation de coach, et comment aussi j'utilise finalement, et ça je me rends compte de plus en plus, tout le reste en fait. Ce que j'ai appris avec Tri-Sisters, ce que j'ai appris avec Jocelyne, ce que j'ai vécu dans la roulotte, tous les livres que j'ai lus sur le deuil, sur voilà, des quêtes de vision, tout ça, j'ai lu une tonne de livres de spiritualité et tout. Et comment j'utilise tout ça. Et donc voilà, et donc ça m'a amené, donc après j'ai su que je voulais refaire un autre sommet, parce que bon, j'adore les sommets, et comme je vous disais déjà, en fait, finalement, ça sort pas de nulle part, parce que j'organisais déjà mes premiers sommets virtuels à travers la fête du 15 août, quand j'avais 12 ans, 13 ans, dans ce petit village-là. J'étais déjà là en train de dire, fais ci, fais ça. Et donc, voilà, j'ai créé donc, le sommet entrepreneuse du Nouveau Monde. Et là, pareil, je ne vais pas entrer dans les détails, mais c'était un vrai accouchement, en fait, pour moi, parce qu'il y avait ce nom qui arrivait, entrepreneuse du Nouveau Monde. Et je me disais, mais c'est quoi les entrepreneuses du Nouveau Monde? J'en savais rien. Franchement, quand j'ai lancé les premières invitations au sommet, j'avais aucune idée de ce que c'était que les entrepreneuses du Nouveau Monde. Aucune idée, quoi. Ça, c'était au mois de juin. En plus, j'ai vachement retardé le processus d'invitation, parce que je ne me sentais pas prête, en fait. Je savais que je devais le faire, mais je ne me sentais pas prête. Et donc,
Et donc, voilà. Et donc, en fait, j'ai découvert ce que c'est que l'entrepreneuse du nouveau monde en le faisant, quoi. J'ai découvert encore plus ce que c'est que la voie de Gaïa en le faisant. Et ce que je voudrais vous transmettre dans ce parcours d'entrepreneuse-là, c'est que tout est déjà là, en fait, toujours, autour de nous. Et que notre rôle, c'est juste de dire oui aux opportunités de la vie. En fait, il faut juste regarder autour de nous. Alors, parfois, on dit oui sans s'en rendre compte. Puis parfois, comme dans le cas, par exemple, de la formation de coaching, ça a vraiment été un oui. Ça a été un vrai saut dans le vide pour moi, parce qu'il a fallu que je fasse ce gros investissement financier que je n'avais jamais fait de ma vie. Un truc qui me paraissait énorme. Mais qui m'a du coup catapulté à un autre endroit de mon développement personnel. Et parfois aussi, dire oui à la vie, ça veut dire non à d'autres choses. Dire non à la sécurité telle que je la connais. Dire non à des relations. Dire non même à une vie, à un enfant qui est venu s'incarner en moi, quoi. Et donc notre chemin, c'est ça. C'est dire oui et aussi parfois dire non pour pouvoir dire oui. Ce que je voudrais aussi vous transmettre dans les enseignements que j'ai reçus dans tout ce cheminement-là, c'est que tout est cyclique, en fait. En fait, je revisite des parties de moi et de mon histoire tout le temps. Et que ça m'accompagne, en fait, même la voie de Gaïa, en fait, elle évolue par cycle. Donc, je découvre des nouvelles couches de sens, en fait, de signification de ce que c'est que la voie de Gaïa au fur et à mesure que je continue à avancer. Et que, en fait, plus j'essaye de savoir à l'avance ce que c'est et ce que ça... Chaque fois que je me dis « Ah, ça y est, j'ai trouvé », un mois plus tard, je me rends compte que je me suis trompée, que c'est pas ça. Et donc, mais par contre, il y a cette certitude que... Il y a cette sensation vraiment physique que c'est juste. Je ne sais pas la voie de Gaïa, ce que c'est, ce qu'il y a dedans, mais je sais que c'est juste. Et je vais le découvrir en le faisant. Et bon, là, je vous montre un troisième livre aussi que j'avais préparé pour vous montrer. Un livre super, je vous mettrai les références après dans l'email. Ça s'appelle Soulcraft d'un Américain. Donc, c'est un monsieur qui a fait des quêtes de vision, qui accompagne les quêtes de vision et qui est aussi psychologue. Donc, il fait le parallèle entre développement psychologique des humains et le besoin de nature et les traditions de quête de vision dans les peuples traditionnels. Et lui, en fait, il dit notre activité, en fait, elle nous est révélée, notre mission de vie, elle nous est révélée au fur et à mesure qu'on la forge, et ça suit un cycle qui s'étend sur l'ensemble de notre vie, avec une espèce d'étape de maturité, petit à petit. Et donc, de savoir ça, en fait, de savoir que c'est cyclique, et donc de savoir s'y positionner dans ces cycles, ça me rassure beaucoup, parce que même si, vraiment, parfois, la voie de Gaïa, je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas où je vais, je ne sais pas ce que je suis censée faire, je sais dans quel cycle je suis, et je sais je sais que du coup, ce qui se passe, c'est normal. Voilà, l'autre enseignement que j'ai reçu aussi pendant ces années d'errance et puis de lancement de mon activité, c'est qu'on est capable de créer et de réaliser des choses bien plus énormes et impossibles et incroyables que ce qu'on peut s'imaginer. Vraiment. Mais que pour ça, il faut accepter l'aide que nous offre la vie, quoi. Si j'avais pas eu Jocelyne qui m'a dit un jour, Vanessa, crée un sommet virtuel, je crois que j'aurais jamais eu l'idée de le faire. Si j'avais pas un jour Leïla qui m'avait envoyé un email en me disant, Vanessa, enfin, elle écrivait à toute sa liste, il n'y a pas qu'à moi, Vanessa, il y a ce super programme de coaching, viens, et que j'avais pas dit oui, il y a plein de choses sur le monde que je saurais pas, quoi. Et donc, moi, c'est vraiment quelque chose dans mon parcours qui est hyper important, c'est que j'ai jamais été seule, même si physiquement, j'ai été seule. J'étais seule dans ma roulotte, voilà, j'ai passé beaucoup de temps seule dans la nature, tout ça. Mais j'ai toujours été dans des communautés en fait, de personnes qui avaient les mêmes aspirations que moi. Et ça, c'est vraiment la magie d'Internet pour moi, la magie du monde moderne, pardon, pas monde moderne, du monde actuel. C'est ces réseaux-là, Internet, qui m'ont en fait, moi, permis d'accéder à des visions sur le monde auxquelles j'ai pu accéder en me déplaçant physiquement sur un autre continent, mais aussi auxquelles je peux accéder depuis ici, depuis mon petit village de Franche-Comté. Et ça, c'est vraiment magique, quoi. Et donc de me rendre compte que sur la Terre, même si on n'est pas beaucoup, il y a quand même des gens qui pensent comme moi. Il y a quand même des gens qui ont les mêmes aspirations que moi. Et quand je me retrouve dans ces groupes-là,
et ben moi, ça m'aide à avancer. Et donc, en fait, quand je regarde en arrière, finalement, tout du long, en fait, depuis que j'ai rencontré Shakti, avec qui j'ai fait mes premiers cours en ligne en 2015, c'était, et ben toujours, j'ai continué à être dans des communautés en ligne